Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour notre midi conservation spéciale IQCE aujourd'hui organisée par le Réseau de milieux naturels protégés. Pour ceux et celles dont c'est peut-être la première fois qu'ils participent à l'un de nos midis conservation, vous allez voir que c'est important pour vous soit d'ouvrir votre caméra ou d'ouvrir votre micro. Donc, je vous invite tout au long de la présentation de nous partager vos questions dans la boîte questions et réponses qui va se situer vraiment soit en dessous ou en haut de votre écran. Vraiment utiliser la boîte questions et réponses et non la boîte chat, car pour nous, c'est vraiment plus facile à la fin de poser les questions aux interlocuteurs. Ensuite de ça, aujourd'hui, eh bien, on assiste au premier webinaire d'une série de 3 sur les bons coups des maîtres d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique. On reçoit notamment Victor Grivonier-Dumoulin et Fabienne Déturche de Corridor Appalachien. On a aussi Cynindra Poulain du Credo et Raphaël Derrier d'Environnement Mauricie. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Marie-André de Conservation Nature Canada qui va vous présenter un peu plus en détail les grandes lignes du projet. Donc, j'inviterai tous les participants à fermer leur caméra, puis on va laisser la parole à Marie-André. Excellent. Est-ce que vous voyez bien Oui, le PowerPoint? c'est bon. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc oui, je suis Marie-André Tougatelier. Je suis chargée de projet pour Conservation de la Nature Canada, puis je travaille à la coordination de l'initiative québécoise Corridor écologique. On est vraiment enthousiaste de débuter aujourd'hui cette 3e série des bons coups des maîtres d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique. On pourrait presque dire que c'est comme une petite tradition de venir présenter en début d'automne la série des bons coups, qui est en fait une tournée régionale qui met de l'avant les dernières nouvelles sur la connectivité écologique pour le sud du Québec, puis qui offre aussi une vitrine pour les projets qui sont en cours. Les maîtres d'œuvre proviennent des organismes partenaires de l'initiative québécoise Corridor écologique. Puis au fil des 3 webinaires, dont vous pouvez voir les dates là, à l'écran, vous allez avoir un aperçu de ce qu'est la connectivité écologique, pourquoi c'est essentiel d'y travailler et surtout comment ça se fait concrètement de conserver un corridor écologique. Aujourd'hui, comme Megan l'a dit, c'est le premier webinaire de la série. On va aller en Estrie, en Mauricie, en Outaouais. Avant de passer la parole au maître d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique, juste faire des petits rappels là, sur quand on parle de connectivité écologique, de quoi on parle exactement. Donc, la connectivité écologique, c'est le mouvement sans entrave des espèces et des processus naturels qui soutiennent la vie sur Terre. Donc, quand on parle de connectivité, on parle de la facilité des espèces à se déplacer, mais aussi de la capacité des écosystèmes à s'adapter au changement climatique. La connectivité, elle est pertinente dans tous les milieux, autant en milieu agricole, en milieu forestier, à travers la trame urbaine également. Ça inclut les écosystèmes terrestres, les écosystèmes aquatiques. On parle, oui, de milieux naturels, mais aussi d'infrastructures qui facilitent la traverse de barrières, comme les routes, par exemple, et qui permettent, en fait, d'offrir un passage continu et un mouvement sans entrave pour la biodiversité. Maintenir la connectivité, c'est maintenir un réseau écologique qui supporte les services écosystémiques qui sont bénéfiques aux communautés, puis aussi qui contribuent à la conservation de milieux résilients. Elle est essentielle à toutes les échelles, la connectivité écologique. À gauche, vous voyez une modélisation de parcours migratoires potentiels pour différents groupes d'espèces. Avec le contexte des changements climatiques, on sait que les espèces auront à migrer. Donc, le maintien de passage de corridors écologiques est une stratégie essentielle pour l'adaptation au changement climatique. Les échelles régionales, locales sont également essentielles pour maintenir la connectivité écologique pour répondre aux besoins des espèces. Si on regarde le territoire avec nos lunettes de connectivité, qu'est-ce qu'on voit? On voit des grands milieux naturels qu'on peut appeler noyaux dans le jargon de la connectivité, qui sont sous les cercles verts ici là, sur l'écran. Ensuite de ça, on voit des flèches vertes qui représentent des corridors écologiques potentiels, donc des milieux qui sont propices à la biodiversité puis au déplacement des espèces. Puis finalement, on voit aussi des flèches qui sont blanches, qui montrent des milieux bâtis ou des routes
qui peuvent être des barrières au déplacement des espèces. La grande question ici, c'est comment faire pour que ces corridors écologiques potentiels soient maintenus à long terme. On pourrait aussi se demander comment faire pour restaurer la connectivité dans certaines des flèches blanches. Pour répondre à la question, il faut s'attarder à ceux qui habitent le territoire. Il y a potentiellement sur cette image-ci des propriétaires privés, des terres publiques, des secteurs forestiers, agricoles, récréatifs et beaucoup d'autres usagers. Et chacune de ces personnes-là ou des organisations qui contribuent à l'aménagement du territoire peuvent jouer un rôle pour le maintien de la connectivité. Quand on parle de connectivité écologique, on parle de protection, mais aussi on parle de restauration et d'utilisation durable. La protection fait référence aux aires protégées, il y en a différents types, alors que l'utilisation durable est plus au niveau de l'adaptation des pratiques. Donc, voir comment les activités ont un impact sur les milieux naturels, comment adapter ces activités-là pour qu'on puisse, dans le fond, favoriser la connectivité écologique. Ces trois volets-là, protection, restauration, utilisation durable, sont les trois stratégies de la boîte à outils qu'on a en main pour maintenir la connectivité écologique à long terme. Si on remet nos lunettes de connectivité et qu'on veut maintenir le réseau écologique sur cette image-ci, on peut utiliser de façon complémentaire des outils de protection, de la sensibilisation, de l'accompagnement pour des utilisations durables et des projets de restauration pour établir des liens de connectivité lorsqu'il y a des bris. Avec cette image-ci, maintenant, on a une vision de conservation qui couvre 100% du territoire et qui va bien au-delà des aires protégées. La connectivité, elle est reconnue comme importante dans plusieurs grandes ententes internationales. D'ailleurs, elle fait partie de certaines cibles et objectifs qui ont été identifiés dans la nouvelle Convention sur la diversité biologique qui a été signée lors de la COP 15 à Montréal en décembre dernier. Et quand on revient au Québec, en 2017, Conservation de la Nature Canada a mis en place et coordonne depuis l'initiative écologique. C'est quoi l'initiative? C'est un réseau de partenaires activement au maintien des corridors écologiques dans le sud du Québec. Ensemble, on propose une approche collective de l'aménagement du territoire de manière à augmenter la conservation des milieux naturels connectés par des corridors écologiques. On travaille avec les organisations et les personnes qui peuvent jouer un rôle dans l'aménagement du territoire. On partage les outils, puis on fait de l'accompagnement aussi dans les projets pour les projets de corridors écologiques. L'initiative, elle se déroule dans le sud du Québec, mais comme la nature n'a pas de frontières, on travaille à différentes échelles, nationales, régionales, locales, puis on a également des partenaires transfrontaliers. Aux échelles locales, régionales, Conservation de la Nature travaille avec 9 autres organisations qu'on appelle les maîtres d'œuvre afin de mener des actions concrètes dans 11 régions administratives dans le sud du Québec. Puis, chacun de ces maîtres d'œuvre qui travaillent dans leurs régions respectives vont présenter leur travail au fil des webinaires. Les organisations qui sont maîtres d'œuvre dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique sont le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, Éco-corridor Laurentien, Nature Action Québec, la Fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, Environnement Mauricie, Corridor appalachien, Capital Nature, Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, Conservation de la Nature Canada en Gaspésie. Puis on travaille également avec 2 organismes transfrontaliers qui sont 2 pays, une forêt, puis The Staying Connected Initiative. L'initiative vise, comme je le disais, à outiller puis à accompagner dans l'action les organisations puis les personnes qui jouent un rôle pour la connectivité écologique. Donc, on peut penser aux MRC, aux villes, municipalités, les citoyens, propriétaires, agriculteurs et autres partenaires locaux. Bref, tous les acteurs qui jouent un rôle dans l'utilisation puis dans l'aménagement du territoire. Pour faire ce travail-là d'outiller puis d'accompagner, il y a 2 boîtes à outils qui sont déjà disponibles sur le site connectivitéécologique.com. Il y en a une qui est destinée aux MRC puis aux municipalités. L'autre, elle est destinée aux propriétaires et intervenants forestiers. Et il y en aura sous peu une 3e qui sera destinée aux intervenants agricoles. Il y a aussi différents outils de sciences citoyennes comme Stop Carcasse qui est disponible via eNaturalis ou Carapace qui permettent à tous de s'impliquer dans le maintien des corridors écologiques. À ce jour, donc depuis 2017, le début de l'initiative, il y a plus de 800 propriétaires qui ont été rencontrés.
une trentaine de MRC et plus d'une trentaine de MRC, puis plus d'une quinzaine de municipalités ont intégré ou sont en processus d'intégration des corridors écologiques dans leurs outils. Puis, il y a un très grand nombre de formations, visites de terrain, accompagnements qui ont eu lieu. Donc, je termine en remerciant le Réseau des milieux naturels protégés d'accueillir encore une fois là, la série des webinaires. J'attire votre attention au bas de l'écran pour souligner les contributions de 2 bailleurs de fonds importants pour l'initiative. D'abord, une contribution du gouvernement du Québec qui est tirée du programme Action Climat Québec et qui rejoint les objectifs du plan pour une économie verte. S'ajoute à ça une contribution de la Fondation Woodcock ainsi que plusieurs autres de partenaires financiers régionaux. Si jamais, à la fin de la série des webinaires, vous avez encore le goût d'entendre parler de corridors écologiques, on prépare un colloque au mois de novembre, 23 et 24 novembre, ensemble pour un territoire connecté et résilient. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce colloque-là. Et je donne maintenant la parole à Corridor Appalachien avec Victor et Fabienne. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Ça s'en vient, je pense. C'est bon. Parfait. Ça nous fait plaisir de venir vous présenter notre bon coup de l'année 2022-2023. On voulait faire changement un peu parce qu'on parle souvent du grand réseau écologique du territoire de Corridor Appalachien avec notre plan de connectivité de l'autoroute 10. Mais on a d'autres projets à d'autres échelles qui ont cours en ce moment. Donc, entre autres, on a la caractérisation des corridors écologiques identifiés sur le territoire de la ville de Granby, qui, de son plein gré, a débuté le projet et nous a approchés pour qu'on puisse valider sur le terrain. Puis avec Fabienne, on poussera encore plus loin. Apporter des recommandations vraiment plus précises sur comment on pourrait l'intégrer dans les outils qu'utilise la municipalité. Donc ici, on voit, là, tantôt on parlait de connectivité à différentes échelles, mais ici on a le réseau écologique à l'échelle de Corridor Appalachien. Mais comme on peut l'observer le réseau écologique touche pas tant à la municipalité de Granby à cause qu'elle n'a pas un noyau d'habitat qui est à l'échelle que nous, on étudie. Mais elle a des tonnes de noyaux d'habitat qui, à son échelle, sont intéressants à connecter, qui ont fait l'office là, d'une étude, premièrement, dans le cadre d'une maîtrise pour étudier, identifier à l'aide de la géomatique les corridors écologiques, mais le mandat de Corridor Appalachien, ça a vraiment été d'aller sur le terrain pour valider ces corridors-là, puis s'assurer qu'ils sont vraiment valides pour répondre aux besoins des espèces, mais aussi vraiment disponibles pour permettre le libre passage, parce qu'on ne sait jamais en géomatique, on ne voit pas les hautes clôtures et autres obstacles plus difficiles à observer. Donc, en envoyant des équipes sur le terrain, parcourir l'ensemble des corridors, ça nous permet de désigner un réseau encore plus puissant et disponible. Donc, les objectifs du projet, c'était d'évaluer et déterminer si la délimitation du corridor était adéquate en fonction des réalités terrain, déterminer si la largeur proposée était adéquate selon les espèces cibles, déterminer si des infrastructures routières étaient présentes et si elles devaient avoir éventuellement des modifications pour diminuer la fragmentation avec le réseau routier. Formuler des recommandations afin d'améliorer la qualité des corridors écologiques, puis proposer des sources de financement pour la conservation puis la restauration des corridors. Donc, avant de débuter les visites terrain, on avait un réseau qui sortait de l'étude qui avait été faite par une étudiante qui prenait aussi, qui était figé un peu dans le temps avec une image de avant certaines décisions municipales qui avaient accepté des nouveaux développements. Donc, il y avait des ajustements à faire aussi par rapport à la nouvelle réalité terrain. Donc, les visites terrain de ces corridors-là ont permis, entre autres, de prendre en note les caractéristiques physiques et biologiques qu'on retrouve dans les corridors. Fait que par caractéristiques physiques, ben, on veut
surtout dire les infrastructures anthropiques, mais aussi des fois des pentes infranchissables, des ruisseaux surtout des rivières infranchissables qui pourraient nuire au déplacement de certaines espèces. Puis par caractéristique biologique, ben, on veut dire est-ce que il y a une strate arborescente qui est dominante, une strate arbustive, une strate seulement herbacée? Est-ce qu'on a des milieux humides? Est-ce qu'on a des espèces à statut qui sont déjà présentes et qui ont été relevées pendant les inventaires, dont on doit encore plus prendre en considération pour s'assurer que la connectivité répond à leurs besoins. Donc, avec l'ensemble de ces données-là, euh, on a pu ajuster le corridor. Donc, on a retiré des portions. Il y a des grosses portions qui ont été retirées, mais il y a des grosses portions qui ont été ajoutées. C'est un travail assez massif là, qui s'est étendu sur à peu près 3 semaines de terrain et plusieurs jours là, de réanalyse de ces données biologiques-là devant un ordinateur pour redesigner le réseau écologique pour qu'il réponde plus fidèlement aux besoins des espèces présentes à cette échelle-là. Donc, au final, on a eu un réseau validé qui est maintenant passé à la seconde phase et c'est à ce moment-là que je vais passer la balle à Fabienne qui travaille maintenant à mieux intégrer ce réseau-là dans les outils de la municipalité. Alors, bonjour. Donc, d'abord, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que le monde municipal, maintenant, la connectivité, pour eux, il n'y a plus de secret, hein. Alors, je trouve qu'il y a des grands pas qui ont été faits à ce niveau-là. Donc, la façon dont on a travaillé, en fait, on a travaillé à partir de 7 axes de recommandation et je pense que c'est des axes qui s'adapteraient facilement à pas mal toutes les municipalités. Donc, d'abord, d'abord, avant de passer aux recommandations, c'est ça, déjà leur dire qu'est-ce qui, grosso modo, est protégé sur votre territoire. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est protégé? Ben, on a les milieux humides qui sont protégés par un RCI de la MRC, donc c'est des niveaux de 1 à 4, donc on les a cartographiés. On a les propriétés qui sont déjà protégées par des statuts de conservation qui appartiennent soit à la municipalité, soit à des particuliers. Puis on a aussi dans la loi sur la protection du territoire agricole, les érablières de 4 hectares et plus qui sont protégées dans la zone agricole, en tout cas protégées entre guillemets. Il peut y avoir des demandes là pour travailler dans ces érablières-là, modifier l'usage en agricole, mais il y a quand même des dispositions réglementaires là-dessus. Donc, on a déjà cartographié ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemble le territoire quand on dit est-ce qu'il est déjà protégé par des dispositions, qu'elles soient municipales, LPTA, MRC, etc. Donc, on a travaillé comme ça. Ensuite, nos 7 axes de recommandation, c'est premièrement toutes les propriétés qui appartiennent à la municipalité. Regardez si elles sont dans le réseau écologique, si elles ont un intérêt à la conservation, s'il y a des hotspots de biodiversité, si c'est des superficies intéressantes, si ça permet de consolider d'autres aires protégées, qu'elles appartiennent à des privés ou déjà à la municipalité. Donc là, il y a un exercice à faire qui concerne vraiment les immeubles municipaux. Donc ça, pour une municipalité, c'est pas compliqué à faire vraiment. Disons, c'est pas beaucoup de ressources financières. On met une ressource humaine là-dessus qui fait l'analyse sur les matrices, puis qui regarde un petit peu les valeurs écologiques pour voir s'il n'y aurait pas des immeubles municipaux qui pourraient être protégés par un statut légal, donc une réserve naturelle, une servitude, peu importe, donc pour augmenter en fait notre pourcentage de protection. Ensuite, il y a tout un volet qui serait l'acquisition d'immeubles par une municipalité ou une ville, donc avec les outils d'acquisition, donc le droit de préemption, les fonds de parc, les reçus, les réserves foncières d'intérêt public, des choses comme ça. Donc là, il y a aussi un exercice à faire qui se mêle un petit peu, je dirais, à la première recommandation, dans la mesure où des fois, au municipal, on a des immeubles municipaux qu'on a en vente pour taxe, mettons, et puis, on se ramasse avec des petits morceaux de part et d'autre. Alors, des fois, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On les revend, puis hop, on peut mettre ça dans un fonds pour acquérir d'autres terrains plus intéressants, par exemple. Donc là, il y a un exercice quand même qui est à faire. Donc, l'acquisition, c'est sûr qu'au municipal, il y a très peu de financement pour acquérir. J'en ai cherché, mais on n'en a vraiment pas beaucoup.
à part la taxe évidemment, mais il y a toujours une limite à taxer les gens aussi, hein. Ensuite, l'acquisition d'immeubles par des organismes de conservation, ben, l'idée c'est de dire aux municipalités et aux villes, ben, faites un partenariat avec les organismes de conservation parce qu'ils ont des leviers financiers que les villes n'ont pas. Et ils ont aussi, ils sont pas, ils sont peut-être mieux vus par les citoyens que le monde municipal ou la ville. Donc, faire un partenariat, leur donner des ressources dont elles ont besoin, puis leur dire, par exemple, bon, ben, nous, on souhaiterait ce secteur-là à conserver, est-ce qu'on pourrait, tu sais, faire une entente, et puis vous allez démarcher les propriétaires, vous travaillez dans ce secteur-là, etc. L'objectif étant que la ville fasse la promotion de la conservation volontaire. Ce qu'on voit à Granby, par exemple, je pense c'est 1, quelque chose % du territoire protégé et il y a très peu, en fait, il n'y a presque pas de conservation volontaire de fait. Donc là, il y a vraiment tout un volet qui serait à développer, qui serait intéressant pour la ville. Ensuite, on a, tu peux changer de slide, Victor, s'il te plaît, on a tout ce qui est les aspects réglementaires. Donc, dans les aspects réglementaires, on aurait 2 sous-volets. Ce serait d'abord la protection des milieux humides et hydriques. Donc, comment on protège nos milieux humides et hydriques? Donc, avec du normatif, au règlement de zonage, on peut protéger nos milieux humides, on peut mettre des bandes tampons. Les rives élargies avec le règlement transitoire, maintenant, c'est très compliqué. Donc, faire des rives élargies avec la nouvelle réforme de la loi sur la qualité de l'environnement, on a bien du mal à faire ça, mais on essaye de voir avec l'urbanisme comment on peut travailler, peut-être avec des marches de recul à la rive, des choses comme ça. Donc là, on focus vraiment sur, comment dirais-je, la réglementation pour nos milieux humides et hydriques. Et le deuxième sous-volet réglementaire, c'est limiter la fragmentation du réseau écologique. Donc là, on va travailler sur le milieu terrestre. Donc sur le milieu terrestre, oui, on aurait du normatif au lotissement notamment. L'objectif étant évidemment d'interdire le lotissement de rue, je dirais, c'est la première des choses à faire pour limiter la fragmentation. Travailler le lotissement quand on a des développements le plus possible en dehors du réseau écologique. Et quand on est dans le réseau écologique, valider si l'intensif, c'est mieux que l'extensif ou vice-versa. Donc, travailler aussi avec la réglementation discrétionnaire. Donc, quand on parle de réglementation discrétionnaire, c'est des analyses à partir de critères. Donc, quels critères on peut prendre en compte, par exemple, pour analyser un projet de développement ou une demande de permis qui serait faite à partir de critères. On a la longueur linéaire de l'effet lisière. Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on ne retrouve jamais au municipal. Donc, ça peut être des critères intéressants. Ce qu'ils disent souvent les municipalités, c'est quand on a un projet de développement avec des critères, on dit qu'on va laisser de côté, on va avoir un milieu naturel non fragmenté de 50%. Oui, mais quelle est la longueur linéaire de la lisière des 50%? Si c'est en étoile, mettons, on passe à côté de l'objectif. Donc ça, c'est des critères qui peuvent être ajoutés, puis qui sont facilement, je dirais, qui prennent pas grand temps à ajouter, mais il faut que les gens qui l'analysent soient quand même formés aux enjeux. Donc ça, c'est important de mettre l'accent sur la formation de l'administration, du CCU, des gens qui font les analyses des critères discrétionnaires. Donc ça, c'est les 2 sous-volets réglementaires. Ensuite, on a tout ce qui touche la protection des boisés dans la zone agricole ou en périmètre urbain, parce qu'en périmètre urbain, on a parfois quand même des grands boisés. Donc, on regarde est-ce que la municipalité a déjà une politique de l'arbre ou pas, qui touche en général le périmètre urbain. Donc, pour les boisés, ça va davantage reposer sur des partenariats et sur la réglementation d'abattage d'arbres, qui est souvent une réglementation MRC, mais pas toujours. Donc, on va avoir partenariat avec des plans d'aménagement forestier bonifiés. Est-ce qu'on peut financer la partie bonifiée du plan d'aménagement? On peut avoir des immeubles taxation forestier pour encourager la foresterie. On peut faire des recommandations pour le règlement d'abattage d'arbres, par exemple, pour la MRC de la Haute-Yamaska. En train de revoir son règlement d'abattage d'arbres, elle va prendre en compte les corridors écologiques, donc il y a des éléments intéressants. Donc, protection des boisés, c'est beaucoup du partenariat. Maintien de la connectivité en zone agricole, on est là aussi vraiment dans le partenariat. Ça va être travailler avec les clubs conseils, travailler avec
travailler avec des cohortes qui sont financées par la MAPAC, par exemple. Donc pour la zone agricole, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les maîtres d'œuvre qui connaissaient très bien la zone agricole. Et d'ailleurs, pour ce rapport-là, j'ai sollicité quelques maîtres d'œuvre encore ici pour ceux qui sont nourri le rapport. Donc là, ça va être des projets de partenariat. Que peut faire la ville? Mettre à la disposition de ses partenaires des ressources humaines, financières ou matérielles, par exemple, faire des demandes de subventions, des redditions de comptes, des choses comme ça. Et puis, le 7e axe de recommandation, bah, c'est tout ce qui touche l'aménagement des ponceaux. Donc l'aménagement des ponceaux, alors on ne parle pas des ponceaux comme au MTQ, là, comme ceux sur lesquels Victor a travaillé pour son rapport pour l'autoroute 10, mais des éléments beaucoup plus simples, des ponceaux notamment qu'on devrait je veux dire, sur lesquels on devrait avoir l'œil, notamment quand ils sont dans des goulots d'étranglement de corridors, parce que quand on est dans des goulots d'étranglement, bien souvent, c'est seulement le ponceau qui tient la fonctionnalité du corridor, donc il a un rôle vraiment majeur. Donc on insiste là-dessus, puisqu'on dit aux villes et municipalités, vous pouvez reconstituer un petit lit de gravier, créer une rive artificielle à l'intérieur du ponceau, faire en sorte que la bande riveraine aille vraiment jusqu'au ponceau. Donc là, on leur donne des recommandations sur comment faire pour que en fait, le passage soit invitant pour l'espèce. Donc, c'est un petit peu ça, les 7 axes de recommandation. Et chaque recommandation, elle a été travaillée de la façon suivante. Il y a d'abord eu mise en contexte, ensuite les objectifs, donc c'était 1 ou 2 objectifs qui étaient cités. Le secteur visé, est-ce que c'est le périmètre urbain, est-ce que c'est la zone agricole, est-ce que c'est les deux? Ensuite, les actions, donc les actions, c'était des choses un petit peu plus précises, donc qui déclinaient en fait les objectifs, les financements potentiels, et puis les partenaires pour la ville de Grandby. Donc voilà, on a remis notre rapport préliminaire, mais on n'a pas encore de retour de la ville de Grandby là-dessus. Donc merci de votre attention. Merci Victor. Donc, on passe la parole au Conseil régional de l'environnement du développement durable de l'Outaouais. Oui, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Je m'appelle Sénédra Poulain et je suis chargée de projet au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 projets sur lesquels on a travaillé durant la dernière année et qui sont en lien avec la connectivité. Désolée. Donc notre premier projet, c'est notre projet sur l'analyse de la mortalité routière de la grande faune sur les routes de l'Outaouais. Donc, pour faire un petit résumé du projet, on a commencé à travailler là-dessus il y a environ 1 an et demi. En résumé, c'était d'identifier les points chauds de collision avec la grande faune autour du parc de la Gatineau, qui est une grande zone de conservation en Outaouais. Et on a étudié 4 routes autour du parc de la Gatineau et on a étudié les animaux suivants, donc les chevreuils, orignaux, coyotes et ours noirs, sur une période qui s'étendait de 2015 à 2021. Donc, on avait une base de données là, qui compilait de façon très globale toutes les collisions qui avaient eu lieu. Et notre objectif, c'était d'identifier les points chauds de mortalité pour éventuellement fournir des recommandations sur les infrastructures qui seraient à aménager pour réduire le plus possible la mortalité routière sur ces routes-là. Donc là, je vais vous parler des résultats qu'on a eus. Donc, au cours de la dernière année, on a pu compiler les données, faire une analyse géomatique et faire une analyse de ces données-là. Et les premiers résultats qu'on a eus, c'est qu'en 2015 et 2022, pour les 4 routes visées, on a eu 938 mortalités routières de grande faune. Et ici, on peut voir là, dans les tableaux, les mortalités variaient selon les routes et les années. Ça ici, c'est la carte qu'on a eue pour les points chauds. Donc, on peut voir en vert, on a le parc de la Gatineau. Les lignes de couleur, c'est les 4 routes visées. Donc, il y en a à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. En
brun, c'est les corridors écologiques qui ont été identifiés autour du parc de la Gatineau et qui le relient avec les écosystèmes autour. Et en rouge, évidemment, là, on a les points chauds de mortalité routière qu'on a identifiés avec nos données. D'autres tendances de mortalité routière qu'on a ressorties avec nos données, c'est que les chevreuils, c'était l'espèce principale qui était touchée par les collisions. Ensuite, on avait les ours et les coyotes dans une moindre mesure. Également, la répartition selon le sexe, les femelles semblaient plus touchées que les mâles, pour les chevreuils en tout cas. Et finalement, on a pu ressortir 3 pics de mortalité routière durant l'année, donc un au printemps, un au début de l'été et un en automne. Finalement, le coût estimé pour ces mortalités routières-là, pour un an, c'est un peu plus qu'1 million de dollars par année là, qui sont en coûts qui sont engendrés par les collisions sur les 4 routes ciblées. Ensuite, en termes de corridors écologiques, sur 938 collisions, il y en a 121 qui sont survenus dans les corridors écologiques. Ça compte pas ceux qui sont aux alentours, mais c'est quand même un chiffre assez significatif, mais on sait qu'il y en a quand même beaucoup plus qui sont arrivés juste à proximité, mais qui n'étaient pas totalement dedans. Mais ça prouve quand même que les corridors écologiques sont utilisés pour les déplacements et qu'il y a un enjeu à ce niveau-là en termes de connectivité et de collision. Donc là, en ce moment, on est en train de réfléchir aux prochaines étapes du projet. On aimerait ça éventuellement faire la même étude, mais sur plus de routes en Outaouais et sur plus d'espèces animales, notamment la petite faune et l'herpétofaune. Pour ce qui est des données qu'on a identifiées au cours de la dernière année pour le parc de la Gatineau, on aimerait ça, on est en train d'avoir des discussions avec les différents acteurs du milieu pour éventuellement faire des rencontres communes, discuter et peut-être mettre en place de futurs aménagements pour faciliter le déplacement entre les différents habitats et améliorer la connectivité. Aussi, comme vous pouvez voir sur la carte, on a identifié des passages potentiels pour la faune, donc que ce soit des ponceaux, des ponts ou d'autres infrastructures comme ça qu'on aimerait caractériser et voir si on pourrait pas améliorer pour en faire des passages fauniques. Parce qu'en ce moment, en Outaouais, on n'a aucun passage spécifiquement dédié à la faune sur les routes. Donc, ce serait bien d'améliorer ceux qu'on a déjà et qui ne sont pas dédiés à la faune pour qu'ils soient plus utilisés. Ensuite, notre deuxième projet sur lequel on a travaillé cette année, c'est l'établissement d'une servitude de conservation sur les lots d'un propriétaire. Dans le fond, il y a un propriétaire qui nous a contactés, qui a acheté des lots dans une municipalité et qui voulait en faire des aires protégées pour améliorer la connectivité entre, dans le fond, le nord et le sud de la municipalité. Ces lots sont traversés par l'autoroute 50, donc c'est quand même un enjeu au niveau du déplacement des organismes. Et il y avait des grandes ambitions, il voulait peut-être éventuellement faire un passage phonique par-dessus l'autoroute qui relierait ces lots et tout ça. Mais évidemment, la première étape, c'était de faire la servitude de conservation. Donc, on est presque rendu là, on a trouvé le financement et tout. Donc, dans les prochains mois, ça devrait se concrétiser. Et ça permettrait d'aider à relier les aires protégées au nord et au sud de ces terrains, notamment des réserves fauniques et le parc national de Plaisance. Et ça permettrait aussi de bonifier le réseau de corridors écologiques qui est proposé par la MRC dans laquelle il se trouve. Le troisième projet dont je veux vous parler, sur lequel on a travaillé, c'est le maintien et rétablissement de la connectivité biologique aux abords de 5 rivières qui se trouvent à l'est de l'Outaouais, donc les rivières Blanches, Kinonge, Petite-Nation, Petite-Rouge et Saint-Sixte. Donc, l'objectif, c'est de répondre à la problématique de la protection de la biodiversité dans la MRC de Papineau, qui est, comme je l'ai dit, à l'est de l'Outaouais. Et donc, ce projet, dans le fond, ça repose sur l'engagement de divers entrepreneurs agricoles, fermiers, etc. Et dans le fond, ça consisterait à revégétaliser les bandes riveraines et aussi mettre en valeur des coulées agricoles
pour en faire des corridors écologiques pour la faune et la flore. Et ce projet-là se base vraiment sur la sensibilisation et l'engagement des entrepreneurs agricoles. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait un pamphlet qui a été distribué pour expliquer un peu le projet et pourquoi c'était important de s'engager. Cette année, ce qu'on a pu faire, on a fait beaucoup d'appels téléphoniques pour sensibiliser les entrepreneurs, leur expliquer le projet, les inviter à se joindre à nous. Il y a 2 fermes qui ont réalisé des aménagements déjà. Et les objectifs pour la prochaine année, ce serait continuer à faire des appels, continuer de recruter des agriculteurs pour l'été prochain, si possible, faire d'autres aménagements, élargir des bandes riveraines, revégétaliser. On aimerait ça aussi pour la faune, installer des nichoirs et faire un suivi des aménagements qui ont déjà été faits pour savoir si ça a eu une incidence positive sur la biodiversité. Et finalement, le 4e projet, c'est l'élaboration du plan directeur pour le corridor Plaisance-Tremblant. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment à l'étape de planification. On est en train de faire un plan préliminaire là, qui devrait être prêt le printemps prochain. Ce serait aussi un projet qui impliquerait les parties prenantes par l'entremise d'ateliers. Et dans le fond, c'est un projet qui a été proposé par l'UICN et l'autre organisme là, que vous voyez sur la diapositive, qui propose un accompagnement pour développer les plans directeurs de corridors écologiques. Et un des secteurs visés, c'était justement les Laurentides et l'Outaouais. Ce serait de relier le parc de Plaisance au parc de Tremblant par un corridor écologique. Donc, pour ce projet-là, il y a plus de développements qui vont être en cours dans la prochaine année, mais il a été débuté là, dans les derniers mois. Donc, merci beaucoup et je vais passer la parole à Raphaël d'Environnement Mauricie. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, moi, c'est Raphaël Dernier, je travaille à Environnement Mauricie, c'est donc le Conseil régional de l'environnement pour la Mauricie, puis on est maître d'œuvre dans la région de l'initiative québécoise des corridors écologiques. Donc, je vais vous présenter un petit peu 4 projets qu'on a en cours ici dans la région et puis ce qu'on a fait sur ces projets-là pendant la dernière année. Donc, le premier projet qui est en fait la démarche générale sur lequel s'englobent les différents projets, c'est Connectivité écologique Morandi ici. Et c'est une démarche régionale qui est là pour mobiliser les acteurs locaux et avec laquelle on cherche à améliorer les connaissances sur les corridors écologiques. Donc, on a eu un premier atelier qui était en mars 2021 qui nous a permis de mobiliser justement ces acteurs-là, de commencer à identifier des obstacles et des atouts du territoire. Et puis, depuis la dernière présentation que vous avez fait l'année dernière, il y a eu un second atelier de co-création qui a été en novembre 2022 et dans lequel on a présenté finalement plusieurs travaux de modélisation des corridors écologiques qui avaient été faits par différents acteurs, dont le Parc national de la Mauricie et puis Conservation de la Nature Canada. Et basé là-dessus, finalement, on a bonifié les informations qu'on avait et discuter des initiatives qui étaient déjà en cours par les différents acteurs et puis de leurs besoins. Donc là, ce que vous voyez en bas de l'écran, c'est une sorte de visualisation schématique des grands corridors et des noyaux de conservation, comme vous présentait Marie-André au début de ce webinaire. Et donc, basé sur cette mobilisation qu'on a eue, puisqu'on a eu quand même plus d'une quarantaine de participants à ce second atelier, on veut finalement profiter de cette mobilisation pour continuer puis amplifier nos actions. Et donc, on est en train d'élaborer un plan triennal pour les années 2024 à 2027, où on se dote finalement d'une vision à court et moyen terme, et puis on essaye de développer des objectifs communs pour la région et de développer une stratégie d'action pour les atteindre. Donc ça, l'élaboration est en cours. On va bientôt consulter nos partenaires justement pour voir si ce qu'on leur propose leur convient.
Voilà pour ça. Et donc, comme je le disais, ça c'est la démarche générale dans laquelle ensuite vient s'inclure finalement nos différents projets. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui a eu lieu depuis 2021 et puis qui va se finir là bientôt au mois d'octobre de cette année, donc, ce mois-ci finalement. C'est dans l'est de la Mauricie, finalement, entre les tourbières Lac-à-la-Tortue et Rennes-Mille. Et le but de ce plan de connectivité qu'on est en train de rédiger, c'était d'identifier les réseaux de connectivité qui existent entre ces deux tourbières, qui sont des milieux naturels très importants pour la région, et puis de se doter d'une vision finalement des actions à mettre en place. Donc on a un plan d'action qui est rédigé pour les années à venir. Donc ce qu'on a commencé à faire, enfin ce qui a été fait durant l'automne dernier, c'était de la modélisation informatique pour identifier plusieurs corridors, que ce soit pour les oiseaux forestiers ou pour les mammifères semi-aquatiques. Et ensuite, on a eu une rencontre de consultation avec l'ensemble des acteurs du territoire, donc autant municipalités que secteur agricole, forestier, organismes de conservation, même le milieu universitaire. Et on est arrivé à une priorisation des corridors, ce que je vais vous présenter à la carte qui sera dans la diapositive suivante. Et comme je disais, un plan d'action pour les prochaines années. Donc, ce que vous voyez là, c'est finalement les corridors qui ont été priorisés. On en a un sur lequel on va concentrer nos efforts les plus urgents, c'est celui qui apparaît en vert là sur cette carte. Et les autres qui sont quand même, qui restent identifiés, mais dans lesquels on va plutôt aller avec des actions si on a des opportunités qui se présentent, puisque les deux corridors en orange que vous voyez sont quand même encore majoritairement forestiers, donc il y a moins d'urgence à agir que sur les deux corridors qui sont au centre, qui sont plutôt en milieu agricole et où les milieux naturels existants sont vraiment à préserver de manière urgente. Un autre projet qu'on a débuté cette année, c'est finalement le pendant pour le secteur ouest du plan de connectivité que je viens de vous présenter, où on essaye de faire un plan de conservation qui permettrait de relier le lac Saint-Pierre, qui est donc à l'ouest de la Mauricie, jusqu'au parc national de la Mauricie. Donc, ça va se faire en plusieurs étapes. La première qu'on a commencé la semaine dernière, en fait, c'est de valider sur le terrain l'utilisation de la faune pour ces corridors-là. Donc ça, c'est un projet qu'on mène en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, où on a donc 5 étudiants là en ce moment qui sont allés sur le terrain pour installer des caméras de chasse et des enregistreurs d'oiseaux et chauves-souris. Donc ça va nous permettre justement à la fois de valider que les corridors identifiés sont bien utilisés par la faune, et on a aussi certains points qui sont basés dans des secteurs forestiers, mais en dehors des corridors, pour voir à quel point la faune favorise les corridors qui ont été identifiés. Ce travail de terrain, ça va aussi inclure de la caractérisation des obstacles qui seront sur le terrain. Donc, tout ce qui est route, clôture, voies ferrées, même les ponceaux seront aussi caractérisés pour voir finalement quels obstacles sont présents et quelles sont les possibilités pour la faune de traverser ces obstacles. Et donc, ça inclut également du transfert de connaissances auprès du municipal, où on va justement venir présenter tous les résultats qu'on aura eus sur le terrain. Et de nouveau, comme pour le cas précédent, le but, c'est de développer une vision globale des actions à mettre en place. Et ce projet-là s'inscrit aussi dans le même cadre que Cénera vient de vous présenter, de suivre les directives de l'UICN. C'est aussi un plan directeur qu'on va construire ici sur ce secteur-là. Et donc, il va y avoir 3 rencontres de consultation avec au moins 3 rencontres de consultation avec les municipalités pour fixer des objectifs communs sur ces corridors et mettre en place des actions. Et finalement, je profite de cette opportunité pour vous annoncer qu'il y aura un forum interrégional sur la connectivité qui aura lieu le 15 février prochain
et qui est un projet qu'on mène en collaboration avec tous les territoires au nord du Saint-Laurent, donc depuis l'Outaouais jusqu'à la capitale nationale. Et le but, c'est donc de faire une journée de discussion sur la connectivité avec l'ensemble des acteurs et donc de travailler un peu plus sur la connectivité est-ouest qui est parfois moins étudiée que la connectivité nord-sud. Donc voilà, c'est tout pour moi. Excellent. Merci Raphaël, merci à tous les présentateurs et présentatrices qui ont partagé leurs actions. C'est super inspirant de voir tout le monde mobilisé ensemble comme ça. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Donc, comme mentionné au début, il y a une section questions et réponses où vous pouvez partager toutes vos questions, que ce soit à n'importe quel maître d'œuvre ou aux trois, même à Marie-André. Si vous avez des questions sur le projet IQCE en général, toutes les questions sont bonnes. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va laisser quand même un peu de temps aux participants de nous les partager. Non, moi, j'aurais peut-être une question pour toi, Sinedra. C'est peut-être un peu d'intérêt personnel, mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi ce serait plus les femelles qui rentrent en collision, qui y a des accidents de la route? Est-ce qu'ils sont plus en déplacement en général que les mâles? Qu'est-ce qui explique ça? Oui, un instant. J'ai la réponse dans le rapport. Si tu me laisses 2 minutes, je vais aller juste Oui, confirmer pour être sûr que je dis la bonne chose, là. il n'y a pas de problème. On n'a toujours pas de questions, donc mais je regarde rapidement les spectateurs, puis j'ai l'impression dans la salle virtuelle, puis ça semble pas mal des gens qui sont au courant déjà de l'initiative. Si je peux venir en aide à Sinedra, il y a d'habitude, il y a une légère différence dans le sexe ratio mâle-femelle, tout dépendant des populations de cerfs et des régions. Puis souvent, il y a un petit peu plus de femelles que de mâles. Fait que c'est normal d'observer ces chiffres-là. Là. Ça semble être dans les ratios qu'on voit habituellement. Là. Euh, Aussi, tu sais, selon ce qu'on a trouvé, les mortalités de mâles étaient plus élevées. C'était surtout en automne quand ils se déplaçaient plus pour justement la reproduction, le rut et tout ça. Tandis que les femelles, c'était vraiment plus au printemps qu'il y en avait un plus grand nombre. OK, super. On a des petites questions qui sont arrivées. En fait, on a un commentaire positif de Catherine. Quel travail extraordinaire, bravo à vous tous. Donc, merci beaucoup. On demande aussi, le pamphlet destiné aux agriculteurs réalisé par le Credo est-il disponible en ligne? Oui, il est disponible sur notre site web. Excellent. Ça semble être la seule question qu'on avait des spectateurs. Est-ce que tu peux rappeler les dates du colloque, s'il te plaît, Marie-André? Oui, donc le colloque qui se prépare, c'est pour les 23 et 24 novembre. C'est sur 2 jours, ça va se passer à Québec. Puis, il y a à peu près 50 contributeurs au colloque, là, fait qu'on va pouvoir aborder la connectivité sous de multiples angles. Pour nous, le colloque sert à partager l'état des connaissances, voir qu'est-ce qu'on sait sur la connectivité, qu'est-ce qui a été testé, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la mise en œuvre sur le terrain. Donc, connaître. Ensuite de ça, ça va être une belle occasion pour réseauter, fait que rencontrer les maîtres d'œuvre, mais aussi beaucoup d'autres partenaires à travers le Québec qui travaillent à comprendre la connectivité écologique, puis à maintenir la connectivité écologique sur le terrain. Puis finalement,
Le colloque va aussi nous aider à nourrir la suite des choses, donc de réfléchir dès maintenant à comment on le voit, notre réseau écologique dans le sud du Québec, là. Quelle forme il devra prendre et ben voilà, ça va être autour de cette réflexion-là. Fait qu'on attend à peu près 300 personnes. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, il ne reste plus beaucoup de place. Fait que ne tardez pas. Excellent. Ben, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on va pouvoir déjà conclure. Nous avons le deuxième webinaire de notre série de 3 qui est prévu pour le 18 octobre prochain. Donc, je vous invite à aller vous inscrire. Les informations sont disponibles sur le site Internet du RMN ou aussi sur notre page Facebook et où on va inviter également toutes les maîtres d'œuvre à partager la bonne nouvelle. Donc, merci encore à Raphaël, à Sénédra, Victor, Marie-André et Fabienne qui a quitté un peu plus tôt. Sinon, on se revoit dans quelques semaines, je l'espère. Bonne journée à tout le monde.